J'appelle Valérie Pécresse à me rejoindre sur ce plateau pour clore le bal des candidates. Merci d'être venu jusqu'à nous et comme je l'ai dit aux 4 autres candidats qui ont fait le déplacement physiquement aujourd'hui, merci d'avoir organisé votre agenda en ce sens parce que je sais, pour tous, combien c'est difficile. Voilà. Et combien peut-être la circulation vous a posé un peu de soucis sur le chemin. Oui, mais moi je suis un Waze vivant maintenant. Vous êtes avec Franck Perrault qui est dirigeant d'une entreprise de métallerie dans l'Ain et avec Valérie Copin qui dirige, elle, une entreprise de plomberie-chauffagerie dans les Alpes-Maritimes. Valérie Pécresse, si vous êtes choisie par les Républicains lors du Congrès, puis élue présidente de la République, que ferez-vous pour relancer le secteur du bâtiment? Alors d'abord, il y a un dicton qui dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc forcément, un président ou une présidente de la République doit se soucier de la santé du bâtiment. Et par ailleurs, excusez-moi, j'étais hier un peu d'eau. Dans la Sarthe et j'ai pris un petit coup de vent. Dans la gorge, merci beaucoup. Et pour moi, il est évident que le logement est un des besoins primordiaux de nos concitoyens avec l'emploi et que nous sommes aujourd'hui confrontés à une vraie crise du mal logement qui a été terriblement aggravée par la crise Covid et notamment dans les métropoles ou dans les grandes villes, dans les zones urbaines où, bien on le sait, le nombre de mal logés, le nombre de logements exigus est beaucoup trop important. Alors moi, ma politique, elle tiendra en une phrase. Il faudra construire plus, il faudra construire mieux et surtout, il faudra construire plus vite. Parce que, vous le savez, le temps, c'est une variable extrêmement... c'est un vrai boulet au pied qu'on met à nos entreprises, mais c'est aussi un véritable casse-tête chinois pour nos compatriotes. C'est le temps qu'on met pour obtenir les autorisations, qu'on met pour obtenir les permis, le temps des recours, le temps entre le moment où on décide de construire et le temps où la construction sort de terre. Alors, si je pouvais décrire en quelques mots, mais peut-être que vous avez des questions à me poser ou est-ce que Il vous les pose, on n'en doutait pas. Allez-y. D'accord. Donc, la première chose pour moi, c'est de lutter contre l'enfer bureaucratique. Et l'enfer bureaucratique, c'est toutes ces contraintes administratives que l'on met et qui font qu'aujourd'hui, nous avons un code de la construction, un code de l'urbanisme, qui sont devenus complètement tatillons. Donc moi, je mettrai en place un comité de la hache auprès du Premier ministre et dont l'objectif sera de diviser par 2 les codes et de recodifier et de réduire drastiquement la quantité d'articles, de normes ou de règlements actuellement en vigueur. Et l'idée, c'est d'aller vers la dématérialisation totale des procédures. L'idée, j'allais dire, très disruptive, serait aussi d'aller vers l'enquête publique unique pour les grosses opérations d'aménagement. Parce que vous le savez, il y a des enquêtes publiques pour les plans locaux d'urbanisme, il y a des enquêtes publiques pour ensuite la mise en place des ZAC, il y a ensuite les dossiers de sécurité, les dossiers de la loi sur l'eau, l'étude d'impact, l'étude environnementale, puis ensuite les permis de construire. Si on pouvait compacter le temps de l'enquête de toutes ces enquêtes ensemble, on gagnerait énormément de temps et de toute façon c'est le même projet. Donc, il s'agit de garantir l'information et la concertation bien évidemment, mais une fois pour toutes. Et qu'on puisse même faire pour une même commune plusieurs enquêtes publiques en même temps sur plusieurs projets. Aujourd'hui on a des contrats d'intérêt national qui sont censés accélérer les procédures, mais ils ne permettent pas cela. Et ils ne font que donner des priorités. Donc il faudrait qu'on puisse avoir l'enquête publique unique. Il faudrait aussi... Moi j'aimerais bien travailler évidemment avec les professionnels sur mes propositions. Elles ne sont pas figées, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Mais je pense qu'il y a aussi la question des recours abusifs. La question des recours abusifs est une question vraiment très importante. Alors, il y a des systèmes assurantiels, mais ils coûtent aujourd'hui trop cher. Donc la question, c'est de savoir si, en mutualisant ces systèmes assurantiels, en les rendant obligatoires pour tous, est-ce qu'on arriverait à les rendre compétitifs, à faire en sorte que ces prix soient supportables dans les opérations. L'idée de l'assurance de recours abusif, c'est de pouvoir commencer à construire, puisqu'on est garanti que même si le recours prospère, eh bien, on sera couvert. Et le problème, c'est d'y intégrer aussi le risque des notaires, puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas que l'aménageur, il n'y a pas que le constructeur, il y a aussi le notaire qui peut lui aussi ne pas vouloir prendre le risque d'accepter la construction.
parce qu'ils pensent que leur responsabilité peut être engagée en cas d'annulation des permis. Et puis il y a la justice qui est aujourd'hui complètement noyée sous les recours, avec des stocks. Moi j'ai demandé au ministère de la Justice, maître Dupond-Moretti, qui nous dise qu'il fasse une opération vérité sur le stock des affaires en cours. Parce que ce soit sur les PLU, que ce soit sur les grosses opérations d'aménagement ou même pour les simples permis de construire, je suis sûre qu'on est à plus de 2 ans de stock. Et là, il faut qu'on réduise le stock. Il y a un plan Orsec à faire pour la justice. Un délai normal de jugement, c'est 6 mois. Ça ne peut pas être 2 ans. Donc on a aussi l'accélération des jugements. Donc sur tous ces sujets-là, il faut débureaucratiser. Ce sera le grand axe de ma politique. Et puis la question, c'est évidemment quelle France on veut. Est-ce qu'on veut une France de propriétaires? Est-ce que l'alpha et l'oméga, c'est le logement social? Est-ce qu'on veut tout type de logement? Moi, je suis pour un parcours résidentiel. Avec effectivement la possibilité pour les Français de devenir propriétaires et de devenir propriétaires à tous les âges de la vie. On peut devenir primo-accédant au moment de la retraite. On peut quitter un logement familial, un grand logement familial en location pour devenir primo-accédant d'un petit appartement dans lequel on finira ses vieux jours en centre-ville parce qu'on a besoin de davantage de services. Donc la question de l'accession à la propriété, pour moi, c'est une aspiration légitime de millions de Français et il faut les y aider. Alors, il y a évidemment la question du prêt à taux zéro pour aider les primo-accédants. Moi, il me semble qu'il faut vraiment massivement miser sur le PTZ, d'autant plus que les taux d'intérêt vont remonter et que donc le PTZ va redevenir beaucoup plus attractif dans les années qui viennent. Maintenant, la question, c'est quel PTZ? Je suis présidente d'une région dans laquelle, vous le savez bien, on sous-subventionne l'accession à la propriété par rapport à d'autres régions où les logements sont beaucoup moins chers. On voit aujourd'hui une hausse très très forte des coûts de l'immobilier partout en France. Et puis on voit aussi une grande transformation du paysage. C'est un peu la revanche des villes moyennes. Il y a 2-3 ans, on nous disait tout est à vendre dans les villes moyennes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et on voit une aspiration des couples et des familles à aller vivre à la campagne près des métropoles, à retrouver la qualité de vie de la ville moyenne. J'allais dire, même le rural, c'est peut-être le territoire d'avenir aujourd'hui pour investir. Et donc, ce PTZ, il va falloir le redéfinir pour que la subvention elle soit juste, qu'elle soit calibrée en fonction du niveau de vie du territoire, mais il faut aussi qu'on puisse... Le prix du mètre carré? Oui, le prix du mètre carré et les revenus moyens des familles. Et puis, il faudra aussi qu'on régionalise... Pardon, vous le faites par territoire? Alors, la question, c'est la régionalisation. Est-ce qu'on décide de régionaliser vraiment les politiques du logement? Moi, j'y suis assez favorable parce que je pense que la région est un territoire qui travaille sur le développement économique, qui travaille sur les transports. La compétence transport, elle a la compétence développement économique. À partir de ce moment-là, lui donner une vraie compétence logement, c'est-à-dire la possibilité de territorialiser l'offre de logement et de moduler les aides en fonction des besoins économiques et des transports qu'elle va construire, ça me paraît assez logique. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on donnait aux régions l'emploi et les transports, mais pas le logement. Donc je pense qu'il y a une vraie question à trancher sur cette question de la régionalisation du logement. J'avais eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre d'entre vous. Donc je suis très ouverte et très à l'écoute. Mais ce n'est pas abouti pour l'instant. Mais vous entendez la proposition de la Fédération française du bâtiment qui dit « dézonons le prêt à taux zéro pour le réserver évidemment aux primo-accédants, mais dézonons-le, rendons-le national. » Moi, je suis prête à ce qu'il y ait des PTZ sur tout le territoire, parce que je pense qu'aujourd'hui, la notion de zone en tension n'est plus très pertinente. Tout le marché est en pleine mutation. Donc, la notion de zone en tension n'est pas forcément pertinente, compte tenu des évolutions. Je pense qu'il faut la redéfinir avec les territoires qui, elles, savent où est-ce qu'elles vont créer de l'emploi, qui, elles, savent où est-ce qu'elles vont mettre du transport et qui savent aussi où est-ce qu'elles veulent urbaniser. Parce que derrière, il y a quand même la question écologique. Construire plus, mais construire mieux. Ça veut dire ne pas miter le territoire, ça veut dire avoir une stratégie de préservation des espaces naturels, tout en continuant de construire. Là aussi, j'ai entendu la ministre du Logement attaquer la maison individuelle. Je veux lui dire, avec ma connaissance de ce bel urbanisme de Dalle qui a fait fortune au XXe siècle, que les rues, y compris avec des maisons individuelles, sont beaucoup plus denses qu'un urbanisme de Dalle ouvert à tous les vents et qui a été l'alpha et l'oméga des grands ensembles que je veux détruire. Alors je le dis, il faut
que nous détruisions les ghettos urbains. Moi, je veux en 10 ans une politique de vraie résorption de ces ghettos urbains. On a une ANRU qui a eu beaucoup de retard à l'allumage, en rue 2, qui a eu beaucoup de retard à l'allumage, qui commence à se déployer, mais il faut aller encore plus loin. Et moi, je propose qu'il y ait un plafond anti-ghetto désormais dans les nouveaux quartiers qu'on aménage, et que ce plafond anti-ghetto, ce soit pas plus de 30% de logement social, de logement très social. On détruit, on reconstruit, ou on construit sur des friches et des terrains à bâtir, dans les villes ou dans les territoires où il y a des réserves foncières, mais ces nouveaux quartiers qu'on construit, on y met un plafond anti-ghetto de 30% de PLAI. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans tous les quartiers, l'ascenseur social fonctionne, que les classes moyennes soient majoritaires. Et donc, il faut un équilibre résidentiel dans le quartier. Et là-dessus, sur l'attribution des logements sociaux, je suis aussi, toujours pour des raisons de justice sociale, mais aussi écologique, je suis pour qu'on travaille sur un droit au logement prioritaire des travailleurs. Je m'explique. Si le logement est en train de changer, le travail est aussi en train de changer. Et on voit une fracture entre ceux qui vont pouvoir télétravailler et ceux qui vont être en travail obligatoirement présentiel, physique. C'est ceux qu'on appelle les travailleurs de première ligne. Et c'est ceux qui doivent se déplacer aujourd'hui. Et donc, c'est ceux qu'on retrouve dans leur voiture avec l'essence dont le coût explose, ou ceux qu'on retrouve dans les transports en commun avec des RER bondés et des heures de transport. Donc, pour ces travailleurs de première ligne qui ne peuvent pas télétravailler, mais dont le service est essentiel à la vie d'une ville, je pense aux aides-soignantes, je pense aux agents d'entretien, je pense aussi aux policiers, je pense à tous ces aux caissières, à tous les vendeurs, tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Je pense qu'ils devraient avoir un accès prioritaire aux logements sociaux dans les villes dans lesquelles ils travaillent. Ça aurait un impact écologique très fort de réduire les transports, ça aurait un impact de justice très fort pour éviter le coût des transports pour ces travailleurs, et ça permettrait aussi d'équilibrer dans le logement social la population, ne pas avoir que des populations en grande détresse sociale, mais aussi avoir des travailleurs de première ligne, et donc avoir un équilibre des populations dans le logement social. Alors j'ajoute que sur le logement, moi j'ai une cause qui me tient très à cœur, c'est qu'on puisse emprunter même quand on est en risque de santé. Vous le savez, il y a une grosse injustice dans l'accès à la propriété, c'est quand on a été malade, quand on a eu un cancer, quand on a la mucoviscidose, quand on est séropositif, et on a des coûts assurantiels qui sont très élevés. Et dans un marché où les taux d'intérêt eux-mêmes sont bas, finalement, c'est souvent les coûts d'assurance qui sont très élevés. Moi, j'avais fait le calcul, pour emprunter 270 000 €, par exemple, on pouvait avoir jusqu'à 90 000 € de surprime d'assurance quand on était séropositif ou quand on avait eu un cancer du sein pour une femme. Alors, vous avez le mécanisme de l'AERAS, qui est emprunté et s'assurer en risque aggravé de santé. Ce mécanisme capte la surprime à 100%. Moi, je souhaiterais qu'on annule ces surprimes. D'autant plus qu'aujourd'hui, on le sait bien, les espérances de vie, quand on a été malade, finalement, se lissent avec les personnes qui n'ont pas eu de cancer, qui ne sont pas séropositives. Donc je souhaite qu'on travaille sur des garanties immobilières solidaires qui permettent d'annuler les primes d'assurance pour vraiment lutter contre cette inégalité. Des questions des professionnels de la FFB qui sont avec vous et qui vont sans doute, ça va rejoindre des points de votre programme ou de ce que vous aviez à nous dire. Franck Perrault, d'abord. Je rappelle que vous êtes dirigeant d'une entreprise de métallerie dans l'Ain et puis président du Conseil des professions de la FFB. Oui, bonjour Madame la Présidente. Les acteurs du logement en France aujourd'hui sont dans une drôle de position. D'une part, on nous demande de plus construire dans nos campagnes pour ne pas artificialiser les sols. Et d'autre part, beaucoup d'élus locaux nous refusent que l'on densifie les villes pour ne pas déplaire leurs administrés. Et comme on l'a évoqué un nombre de fois cet après-midi, pourtant on a un besoin colossal de logement. On a rappelé qu'on avait 4 millions de mal logés dans notre pays. Et la rénovation des bâtiments ne réglera pas tout. Donc j'ai deux questions précises à vous poser. La première, comment construit-on en France aujourd'hui ? Et la seconde, comment massifier la rénovation énergétique dans un pays qui compte, je vous le rappelle, 5 millions de passeurs thermiques. Alors sur le zonage territorial et comment est-ce qu'on construit, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur les friches. On a des friches absolument partout. Moi dans ma région,
J'ai mis, en plus de l'État, 20 millions d'euros en plus pour reviabiliser les friches, mais il faut qu'on y travaille. Il y a de l'immobilier de bureau à transformer aussi, puisqu'on va télétravailler. Et là-dessus, il faut dénormer. Il faut avoir une fiscalité qui ne soit pas dissuasive pour la transformation du bureau en logement. Et il faut qu'on ait la réversibilité aussi des usages. C'est-à-dire qu'on puisse, à un moment donné, si des bureaux sont transformés en logement, pouvoir les retransformer au bureau le jour venu. Donc il faudrait qu'on assouplisse complètement la réglementation de façon à inciter vraiment à la construction de logements, y compris sur des zones, des quartiers qui aujourd'hui sont des quartiers, plutôt des quartiers de bureaux. Ça vaut pour en zone rurale pour la zéro artificialisation des sols? Alors, sur la zone rurale, le ZAN me paraît excessif en zone rurale. Il faut qu'on y retravaille. Mais autant, je l'applique en Ile-de-France. C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, en 6 ans, on est passé de 1500 hectares artificialisés par an à 500 hectares. Et en Ile-de-France, on a des réserves foncières. Si on va récupérer des zones d'activité en déshérence, si on va récupérer des friches, on peut reconstruire la ville sur la ville. Et il ne faut pas aller miter les espaces naturels qui sont trop précieux. Mais c'est pareil dans les zones des grandes métropoles. En revanche, sur les territoires ruraux, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que s'il y a une vraie attractivité des territoires ruraux, il faut pouvoir construire. J'ajoute que dans les territoires ruraux, il y a une grosse problématique sur la qualité des services publics locaux, les écoles, la santé. Or, pour faire venir des médecins, pour maintenir des écoles ouvertes, il faut de la population. Et il faut notamment de la population jeune. Donc il faut pouvoir faire venir les familles. Si on veut faire venir les familles, il faut pouvoir construire. Donc, vous parlez de rénovation. Moi, je soutiens, je ne dis pas toujours du bien du gouvernement, mais je soutiens l'idée de la rénovation des cœurs de ville. Et je soutiens la notion de rénovation des villages. Parce que là aussi, on peut vraiment faire venir des familles. Je soutiens aussi les PLU dans lesquels on autorise à la densification en cœur de village. Il faut partir des habitants. Moi, je l'ai vu chez moi, dans des zones très protégées, dans des parcs naturels régionaux, par exemple. Si c'est les habitants qui décident de construire une pièce de plus, si c'est les habitants qui décident de construire un pavillon en fond de jardin pour loger une partie de leur famille, à ce moment-là, on peut amener les habitants à densifier. Mais il faut que ce soit vraiment avec des concertations locales très approfondies. Alors, je voudrais répondre sur la rénovation énergétique. Sur la rénovation énergétique, il y a déjà pas mal de moyens qui sont mis, MaPrimeRénov', les certificats d'énergie. Moi, je crois que les CCE sont encore beaucoup trop bureaucratiques et c'est un peu une usine à gaz pour moi et je voudrais les rénover pour qu'ils servent vraiment sans ambiguïté la transition énergétique qui soit beaucoup plus simple d'accès. Et sur MaPrimeRénov', là encore, le problème, c'est les effets de seuil. C'est est-ce que les classes moyennes peuvent y avoir accès et dans quelles conditions? Et ça, c'est très important, notamment dans les grandes villes où on est les plus pollués et où les niveaux de vie font qu'on n'a souvent pas le droit à MaPrimeRénov'. Donc il faut qu'on travaille, là encore. C'est pour ça que je parle de régionalisation des politiques du logement. C'est qu'en fonction du niveau de vie, il faut adapter les primes. Et puis sur le logement social, il faut éradiquer, il faut se mettre en ordre de marche pour éradiquer toutes les passoires thermiques. C'est ce que je fais dans ma région. Et là aussi, je pense qu'il faut impliquer les territoires. Vous voulez rebondir, Franck Perrault? Oui, non, simplement pour vous dire que MaPrimeRénov' marche bien, mais on reste sur ce chiffre de 2 milliards qu'on avait déjà avant. Et en fait, on a un tel besoin de rénovation énergétique que tant qu'on restera, à mon avis, sur ce chiffre de 2 milliards, j'ai peur qu'on mette... Alors moi, j'ai une proposition à vous faire là-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on fusionne le livret développement durable et le livret A. Et que l'ensemble de ce livret soit dédié à des investissements qui ont un impact positif sur l'environnement. Ça veut dire qu'en fait, la politique du logement menée par le livret A, la politique entière de construction menée à travers le livret A, eh bien, elle aurait aussi un critère qui serait d'améliorer la transition écologique. Et donc, ça permettrait de verdir en réalité les ressources du livret A et d'avoir beaucoup plus de moyens pour faire des prêts à la rénovation, notamment la rénovation énergétique. Valérie Copin, sur ce mot que vous refusez que je prononce, vous lui trouverez donc un substitut. Le mot, c'est pénibilité. Donc, on va parler évidemment de social dans le bâtiment, du modèle social du bâtiment. Oui, alors le social dans le bâtiment, c'est quelque chose qui nous importe et on travaille beaucoup sur la prévention. Et je citerai d'ailleurs l'OPPBTP avec laquelle
on travaille énormément et surtout en période de Covid. Je vais vous redonner quelques chiffres. 1 500 000 actifs, 73 000 apprentis, plus de 300 000 entreprises, énormément d'entreprises de petite taille, y compris des artisans qui peuvent être seuls. On sait très bien qu'au lendemain des présidentielles va se réouvrir le fameux dossier de la réforme des retraites, qui est important, et c'est un chapitre à ouvrir, effectivement. On sait que certains de nos compagnons auront du mal à poursuivre leur activité jusqu'à l'âge de 65, voire 67 ans, comme certains peuvent le préconiser. On y réfléchit de notre côté, évidemment. Cette réflexion serait plutôt de travailler sur un comité médical, vous le connaissez peut-être, hein, dans la fonction publique, c'est quelque chose qui est connu, qui pourrait prendre la décision de mettre quelqu'un par anticipation en retraite. Et ce n'est pas forcément lié à un métier, c'est simplement lié à une usure, mais qui n'est pas forcément lié au métier, qui peut être simplement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une problématique de maladie au cours de son activité, mais qui n'est absolument pas liée à l'activité. Voilà. Alors, il faudrait le financer, évidemment. On se pose la question de le financer par de l'interbranche, comme on le finance par l'assurance chômage. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, je lirais volontiers, puisque vous avez abordé un peu les deux sujets, la question des retraites et la question du recrutement et de la formation. Parce que je pense que l'un des gros sujets aujourd'hui, c'est le recrutement. D'autant plus que moi, ce que je souhaite, évidemment, c'est que la commande publique passée au bâtiment, elle soit passée très majoritairement à des entreprises locales. C'est ce que je fais dans ma région, mais je pense qu'il faut qu'on mette des clauses dans les commandes publiques en matière de rénovation, de logement, de lycées, d'équipements publics, qu'on mette des clauses qui sont des clauses de responsabilité sociale et environnementale qui permettent de passer le maximum de commandes publiques à des entreprises locales. Donc le sujet, ça va être, si je suis président de la République, avec la relance du logement et la relance de la commande publique, ça va être le recrutement. Et je voudrais mêler les deux sujets. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il va falloir qu'on ait le maximum de jeunes en apprentissage dans les métiers du bâtiment et qu'on les oriente vers ces métiers. C'est pour ça que je voudrais confier toute l'orientation aux régions avec les branches professionnelles. Je voudrais que les conseillers psychologues d'orientation deviennent des psychologues à part entière dans l'éducation nationale et que l'orientation, elle soit faite par les professionnels avec les régions et en lien avec les besoins du territoire. Donc on régionaliserait. Et je voudrais que beaucoup de jeunes, du coup, soient orientés vers l'apprentissage parce qu'on leur dira que c'est des beaux métiers et pas parce qu'on leur dira qu'ils ne peuvent pas réussir dans un lycée général. Et dans cette politique, je voudrais défiscaliser complètement les cotisations patronales des entreprises de moins de 10 salariés qui prendraient des apprentis. Et j'arrive aux retraites, vous allez me voir arriver progressivement. Oui, évidemment, il faudra aller jusqu'à la retraite à 65 ans. C'est une obligation parce qu'il faut équilibrer notre régime, parce qu'il faut faire des économies et parce que je veux aussi revaloriser les salaires et donc avoir moins de cotisations retraite sur les salaires. Donc oui, il faut faire la retraite à 65 ans, oui, il faut prendre en compte la pénibilité des métiers. Et dans les métiers du bâtiment, moi je me demande si on ne pourrait pas travailler ensemble sur un statut fin de carrière formateur, professionnel formateur, c'est-à-dire avoir des professionnels qui puissent aussi devenir formateurs. Alors ça va aussi avec le transfert des lycées professionnels aux régions et avec l'idée qu'on puisse avoir, à la fin de sa vie professionnelle, un métier mixte. On serait à la fois dans l'entreprise, mais on pourrait aussi être, peut-être à mi-temps, à tiers-temps, formateur, et à ce moment-là, avoir son salaire pris en charge en partie par le centre de formation. Ce qui permettrait aussi d'avoir des fins de carrière plus douces, qui ne soient pas des fins de carrière à plein temps et sur le chantier, mais qu'on puisse transmettre. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Des fins de carrière à partir de 50 ans, 55 ans, qui permettraient d'avoir des fins de carrière plus douces dans des métiers qui sont souvent des métiers exigeants physiquement et qui permettraient d'apporter tout le savoir-faire aux jeunes formés. Voilà. Et évidemment, je suis intéressée par votre proposition de comité médical parce que la pénibilité, il faudra la mettre au cœur de cette nouvelle réforme. 65 ans, c'est quand même un âge avancé. Et donc, ça veut dire que la pénibilité, il faut qu'on la réfléchisse autrement. Et il faudra évidemment mutualiser le coût de cette pénibilité au niveau de la solidarité nationale. Il nous reste une petite minute, puisque chacun a eu le même temps d'expression. Je suis moins bavarde que je ne le pensais. En totalité, tout va bien. Peut-être une dernière question, c'est une proposition de la FFB qui veut partir en guerre contre les fraudes et qui considère que la sous-traitance est un espace de fraude, en quelque sorte, d'entrée, de clandestinité. Vous savez, c'est souvent en cascade.
La FFB propose de limiter la sous-traitance à 2 rangs, c'est-à-dire au maximum 2 entreprises en dessous de celle qui a obtenu le contrat. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Ça me paraît une mesure intéressante. Alors, je dois avouer que dans les commandes publiques que j'ai gérées, j'ai essayé d'aller même beaucoup plus loin. J'ai essayé de réserver, comme dans un Small Business Act, de réserver une part de morceler les marchés de façon à ce qu'il puisse y avoir des PME qui souscrivent. Aujourd'hui, dans les commandes que je passe à la région, 80% des commandes sont souscrites par des PME directement. Il y a évidemment quelques consortiums, et pour les très grands lycées, par exemple, tous les marchés de rénovation, c'est des PME. Et 80% de ces PME sont françaises. Sont franciliennes. Donc ça veut dire qu'à peu près 100% sont françaises. Et on a mis des clauses, évidemment, de services après-vente, de garantie, qui font que si on ne produit pas vraiment en France, on n'est pas avantagé pour avoir le marché, on va dire ça comme ça. Et des clauses de responsabilité sociale et environnementale qui font aussi que ça nous permet de garder le marché en France. Alors j'ai fait aussi quelque chose, j'ai fait une clause Molière qui n'a pas été annulée par le juge. Parler français sur le chantier. Ça veut dire que sur mes chantiers, oui, sur les chantiers de la région Île-de-France, on est censé comprendre le français. Et si on ne le comprend pas, il faut qu'il y ait un traducteur sur le chantier, payé par l'entreprise, qui traduit pour la sécurité des travailleurs du chantier. Et ça marche, et c'est en Île-de-France. Merci Valérie Pécresse. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup à Franck Perrault et à Valérie Copin pour leurs questions et leur expression de terrain.